On travaille avec des clients qui n'ont pas la même valeur du code pénal que le commun des mortels, en fait. Il n'y a pas un son où ils disent pas j'ai une grosse chaîne en diamant, j'ai tant de carats, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS. Dans certains cas, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait 0 nana. On était 3 en soirée, quoi, de meufs. Bienvenue dans cette 4e saison du podcast thématique Il était une fois le bijou, consacré aux joailliers du rap. Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. C'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitomie du mauvais goût, à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier à défrayer la chronique est le diamant rose à 24 millions de dollars que l'illusiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Alors je suis allée à la rencontre de joailliers du rap et je vous propose en cet épisode de découvrir ce qu'ils créent. Des blazes précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grills au nouveau code du luxe façon hip-hop et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Béa Aka Anjuna, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé des bijoux pour le rap en France. Dans le 2e épisode, je vous ai dévoilé le dark side du rap game façon bijoux. Dans ce 3e épisode, à contrario, je vous emmène découvrir le bonheur de créer les bijoux des rappeurs français d'aujourd'hui avec Joe Vaudran, celui qui a imaginé et réalisé les bijoux de Dadju, Nino et Kalash. Bonjour Jo. Bonjour Anne, salut. Alors, je crois que tu as fait le bijou de Kalash, Ouais. un pendentif en forme de lune, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré Kalash et comment il t'a parlé de ce projet? Kalash, ça s'est fait, on va dire, sur beaucoup de culot, beaucoup d'audace. Je suis un grand fan de l'artiste, de ses musiques, du personnage. Donc je le suivais sur Snapchat. Un jour avant d'aller dormir, comme je fais chaque nuit, je regarde les stories un petit peu de tous les artistes que j'apprécie. Et du coup, je reconnais l'endroit où Kalash est. J'allais dormir, je me suis habillé vite fait et je me suis rendu. À l'époque, c'était pas la Foire du Trône, mais un truc de ce style, quoi. Une fête foraine. Du coup, j'arrive à la fête foraine, je le reconnais au loin de dos. Et je l'arrête et je lui dis tout simplement salut, je te dérange 2 secondes, je sais que tu apprécies beaucoup la joaillerie. Moi-même, je suis designer et j'aimerais pouvoir te montrer ce que je fais. Donc, direct, il a été emballé. Il m'a dit ok, fais voir. Donc, je lui ai montré 2-3 pièces que j'avais fait auparavant, qui pour le coup n'étaient pas bling bling. Et il a adoré. Il m'a dit bah tiens, prends mes coordonnées et je t'appelle demain. Non, c'est lui qui avait pris mes coordonnées d'ailleurs. Il m'a dit je t'appelle demain. Donc, je suis rentré à la maison. J'étais content, mais je me suis dit il va jamais me contacter. Et le lendemain, je reçois un WhatsApp. Yo, salut, c'est Kalash. T'es disponible? Oui. Tiens mon adresse. Et j'ai été chez lui directement, dans son salon. Donc, j'ai fait une petite présentation des modèles que j'avais. J'avais des bagues, des bracelets. Mais c'était rien de bling-bling, puisque il s'avère que je fais pas que pour les rappeurs. Et du coup, il m'a dit ouais, j'adore cette bague, j'adore ce bracelet. Demain, je pars en clip pour le son Wakamoon, qui était le son qui n'était pas connu à l'époque, avec Damso. Est-ce que je peux te les prendre pour les clips? Donc, je lui ai dit ouais, avec plaisir. Du coup, je vais laisser. C'est drôle, il m'a dit ouais, est-ce que j'ai quelque chose à signer, un papier, quelque chose pour prouver que j'ai les bijoux? Et je lui ai dit bah non, tu me ramènes dans ton salon, ça y est, c'est que tu as confiance, donc je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Voilà comment l'aventure elle a commencé avec Kalash. Après, donc on est toujours resté en contact. Une fois qu'il m'a rendu mes bijoux après le clip, on est toujours resté en contact de temps en temps. On s'envoyait des petites vidéos, des petites photos, des bijoux qu'on voyait sur Instagram. Donc il a fallu quand même gagner sa confiance, lui montrer que j'étais quelqu'un de sérieux. Donc il est venu à l'atelier 2-3 fois. Je lui lavais ses bijoux à l'époque, des bijoux qu'il avait fait aux États-Unis, qui étaient pas top,
pour le coup. Donc je lui lavais, je lui remettais des pierres qui étaient tombées. Donc voilà, petit à petit, il a pris confiance. Et puis un jour comme ça, bon, je sais pas si je dois, je dois le dire ou pas, mais il était bien. Il était bien. Et il m'a appelé, il m'a dit ouais, faut qu'on parte sur un bijou. Et ça s'est fait naturellement en 2 minutes. En 2 minutes, c'était réglé. Pourquoi on partirait pas sur un pendentif lune, vu que c'est le son Mwakamoon qui t'a fait exploser avec Damso, t'as battu des records. Il m'a dit allez, c'est parti. Je lui ai dit ok, fais-moi confiance, je te fais des propositions. Et du coup, je lui ai fait une première proposition pour une lune. Il a regardé. En fait, c'était une lune, mais elle était, pour vous donner une idée, un peu comme une balle de golf. Et on pouvait la faire tourner comme un globe. Donc en 3D, En 3D, complètement voilà. ronde. Voilà, exactement. Donc du coup, je lui ai sorti le modèle en résine pour qu'il puisse se rendre compte. Il a regardé, il m'a dit ouais. Non, je vois plus, je veux pas rond comme ça, je veux plat avec un petit bombé. J'ai dit ok, d'accord. Donc je lui ai refait notre proposition. Il a regardé. Pour vous donner une idée, elle devait faire 4 cm, je pense, de diamètre. Il a regardé, il m'a dit ouais, j'aime bien, mais c'est petit, quoi, ça reste petit. Donc du coup, j'ai dit ah, tu veux qu'on parte sur quelque chose de vraiment gros? Il m'a dit ouais. J'ai dit ouais, mais tu sais que le budget, c'est pas le même. Il m'a dit non, t'inquiète pas, je le veux, et voilà. J'ai dit ok, c'est parti. Donc du coup, on est parti sur une lune qui fait 10 cm. 10 cm de diamètre et elle tourne. Donc ça, c'était le petit plus que j'ai rajouté. Quand il a vu, il a directement adhéré et voilà, c'est parti direct. Et pour lui montrer que ça tournait, tu m'as raconté que tu avais utilisé un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, ouais. En fait, le sèche-cheveux, je l'ai allumé et je tenais donc la lune dans ma main gauche et le sèche-cheveux dans la main droite. Je l'ai allumé et du coup, avec le vent, ça faisait tourner la partie qui pouvait tourner sur la lune, quoi. Du coup, en fait, c'est pas un cercle dans lequel il y a un cercle qui tourne. Bah si, c'est ça en fait. C'est un cercle avec un autre cercle à l'intérieur, avec un bombé, avec des beaux cratères. Franchement, c'est une super lune. Il y a plus de 1000 diamants sur le pendentif, avec derrière une belle gravure. La gravure, c'est au dos du pendentif. On va dire c'est une manière de... Déjà, moi, je signe sur le pendentif. Je signe le nom, et puis lui, il a écrit Mwakamoon avec le nombre de pierres. C'est plus une manière de s'approprier le bijou, vraiment, ouais. C'est vraiment quelque chose... c'est une partie de lui, une partie de sa vie, quoi. Et en dehors du design complet donc de la Lune, ouais. Est-ce que tu as eu aussi un rôle de recommandation sur les façons de faire du certi, par exemple? Bah ça, c'est-à-dire que en fait, on travaille en amont sur le dessin. Donc on savait que sur le dessin, il y a des parties où on n'allait pas mettre de grosses pierres, pas mettre de petites pierres, on allait faire quelque chose d'assez harmonieux. Donc ça se prépare en amont. Donc je l'ai quand même conseillé, même si lui, en vrai, il aime quand ça brille et plus c'est gros, quoi. Donc, Et donc, en fait, tu as fait un certi de quel type? Pas un certi-rail, quand même. Non, c'est un certi-grain dessus. Bah, ils se sont amusés à l'atelier, vu qu'ils ont plutôt l'habitude d'avoir des pièces traditionnelles. Donc là, je suis arrivé un matin, allez hop, les gars, c'est bon, c'est validé. J'ai montré le dessin et ils se sont tous battus pour pouvoir sertir la pièce. Ça a été réalisé en combien de temps? La décision, elle a été prise assez rapidement avec Kalash. Ensuite, la fabrication, on l'avait fait passer en priorité puisqu'il avait une scène au mois de décembre. Donc je crois qu'on avait mis un peu moins d'un mois, je crois, pour faire cette grosse pièce. Ouais. Et en totalité? Totalité, joaillerie, serti, poli. Et elle est grosse comment alors? C'est un peu plus gros que la paume d'une main, quoi, d'un homme. Donc en fait, en Vraiment joaillerie, lourd. c'est une grosse pièce à Ah faire. ouais, c'est vraiment une grosse pièce. Ça en a étonné plus d'un quand ils ont su que c'est moi qui faisais cette pièce et que surtout que ça avait été validé, que ça a été payé, que c'était pas un cadeau. Ça en a surpris plus d'un. Ouais. Et en joaillerie, de toute façon, un mois pour une pièce comme ça, c'est très court. Je pense qu'on a dû battre des records parce que il nous a pas mis la pression tant que ça. On lui a donné une date et puis on s'est tenu à la date, quoi. Alors, c'était quoi sa réaction quand il l'a vu en vrai, j'allais dire? Justement, il y a une vidéo que j'ai toujours pas sortie et j'attends le bon moment vu que je donne un petit scoop. On est sur un nouveau bijou, donc je pense que avant de sortir son bijou, je sortirai cette vidéo. Il était comme un enfant. Hein. Il était comme un enfant, il rigolait, il faisait que jouer comme un enfant et il faisait que la faire tourner comme une toupie, quoi. Voilà, il arrêtait pas de me remercier, il était content et c'est ce que j'adore dans le métier que je fais. Voir la réaction des gens une fois le bijou fini. Et est-ce que tu as dû travailler la bélière d'une certaine façon, c'est-à-dire la croche pour que ça se suspende? La bélière, en fait, on a mis quelque chose de solide, tout simplement. Quelque chose de dur, d'assez épais, d'assez large. Sachant que je savais que ça allait lui plaire, puisqu'il allait avoir plein de diamants sur la bélière. En même temps, ça allait être compliqué de faire quelque chose de plus, on va dire, d'essayer de faire quelque chose de raffiné sur une pièce aussi lourde.
Oui, parce que ça, il faut quand même qu'elle tienne. Ouais, faut qu'elle tienne. Et Bah, du d'ailleurs, coup- il a une grosse chaîne. Mais, oui, ouais. c'est la question que j'allais poser. On met pas ça sur un ruban de soie chez les rappeurs. Ah, non, ni sur, encore moins sur une rivière de diamants. Il a une grosse chaîne, les Américains ils appellent ça les Cuban Links. Je crois que de largeur, la sienne elle doit faire 3 cm je pense. Des maillons pleins, sertis de diamants aussi. Est-ce que c'est un client que tu as fidélisé ou est-ce qu'il peut changer d'avis? Est-ce que ça t'a ramené d'autres rappeurs ou pas? Alors au final, j'ai pu remarquer certaines choses en côtoyant les artistes. Il y en a qui sont fidèles, il y en a qui sont pas fidèles. Et le truc, c'est que Kalash, c'est le premier, on va dire, avec qui j'ai vraiment travaillé sur une grosse pièce. Forcément, on s'est noué un peu d'amitié. Et du coup, il est assez fidèle, ouais. De temps en temps, vu que c'est un acheteur compulsif, s'il se retrouve dans un endroit, il peut s'acheter une petite bague par-ci, par-là, des choses comme ça. Je n'en veux vraiment pas. Mais si on part sur un projet vraiment personnalisé, il passe avec moi et je veux que ça soit moi. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs comme ça qui font partie maintenant de tes clients? Ouais, déjà, il faut savoir que le tout premier, ça a été SCH, à me faire confiance. Je lui ai envoyé un message sur Instagram, il m'a répondu et le jour même, ça s'est fait. Je lui ai vendu une chaîne, une Cuban Links d'ailleurs. Donc pareil, on est toujours en contact. S'il a besoin de quelque chose, il sait qu'il peut me faire confiance, il connaît le travail et la qualité. SCH, ça m'a ramené Nino. Donc Nino, c'est drôle, vu que Nino, je l'écoutais. Je savais pas qu'il était branché joaillerie. Et j'ai un numéro qui arrêtait pas de m'appeler, qui m'harcelait. Et des fois, j'ai des petits moods où j'ai pas envie de répondre au téléphone. Et du coup, je répondais pas au téléphone. Je me disais, putain, c'est qui arrête pas de m'appeler, j'ai pas envie de répondre. Je me suis dit, ça doit être les impôts, la banque, je réponds pas. Et au final, CH il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Nino, il arrête pas de t'appeler, il t'harcèle. Du coup, je dis, c'est lui qui m'appelle. Attends, je vais le rappeler. Et du coup, on a parlé, et lui aussi, ça s'est fait. On va dire, j'ai plutôt de la chance. Hein. Pareil, il m'a dit, ça va, t'es où? Tiens, je t'envoie mon adresse, viens chez moi direct. Donc, je sais pas si ma tête inspire confiance ou. Je sais pas, en tout cas, voilà, j'ai été chez lui directement, on a parlé, on a joué à la PlayStation. Puis voilà, comme ça, entre deux matchs, il m'a dit voilà, je veux ça, ça, ça. J'ai dit ok, c'est parti, donne-moi un prix, je lui ai donné une fourchette. Ok, c'est bon, et c'est parti. Et est-ce que ces demandes-là, parce que tu fais aussi une autre forme de joaillerie, est-ce que ces demandes-là sont particulières? Ça reste particulier puisque là on n'est vraiment pas dans le traditionnel. Ça veut dire que j'ai eu Kalash qui voulait une lune. Il y a Dadju, j'ai pas parlé de Dadju, mais Dadju je peux pas encore en parler parce que c'est en cours. Mais pareil, c'était une demande particulière. Donc ça reste à chaque fois. Et on va dire, moi, c'est ce qui me plaît, quoi. J'essaye un peu de casser les codes de la joaillerie et montrer que on n'est pas obligé d'avoir, je sais pas, une bague traditionnelle ou un pendentif avec... un petit cœur, c'est la Saint-Valentin. Ouais, un petit cœur, voilà. Moi, je préfère qu'on vienne me voir et qu'on me dise, voilà, je veux un cœur avec les poumons autour. Enfin, je sais pas, quelque chose... Je préfère ce genre de demande et je me suis rendu compte que même les sertisseurs, les joailliers... qui bossent à l'atelier, ça les change du quotidien, ils sont plutôt contents, quoi. Et est-ce que tu te fais une idée en fonction de ce qu'ils chantent, de ce que tu pourrais leur proposer, ou est-ce que tu le fais d'avance? Je regarde toujours, après c'est vrai que je suis, en tout cas pour la musique, je suis beaucoup l'actualité, donc je vois un petit peu les personnages, je regarde les clips, comment ils s'habillent, leur univers, donc quand j'arrive, je sais déjà à peu près ce que je vais leur proposer, donc ça aide. Et est-ce que eux te surprennent? Ou est-ce qu'ils adhèrent tout de suite à l'idée que tu proposes? En général, ils adhèrent souvent à l'idée que je propose, puisque la plupart des artistes que j'ai rencontrés, c'était assez nouveau de parler avec un designer. Donc c'était assez nouveau, donc ils ne savaient pas trop où se placer et comment se placer. Donc du coup, quand je déballais mes idées, la plupart c'était « Ah ouais, on peut faire ça. Ah ouais, ça c'est possible de faire ça. Ok, d'accord. Ah ouais, trop bien, ouais. » Du coup, c'était assez plaisant de bosser avec des gens comme ça. Et quand tu dis qu'ils disent « Ah, c'est possible », c'est en termes de grosseur, de nombre de carats ou de mécanisme? C'est plus de mécanisme, ouais. C'est plus de mécanisme. Déjà, par exemple, pour Kalash, de faire tourner une lune, enfin, je sais pas, les gens, je pense, qu'ils se disent, voilà, dans la joaillerie, ça reste quelque chose de solide. On peut pas le faire bouger, c'est soit une bague, soit un bracelet, soit un pendentif, soit... une chaîne, il n'y a pas de jeu, on va dire, dedans. Alors que moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier, quoi, de pouvoir faire des choses où on peut dépasser notre esprit, on va dire.
Et est-ce que toi, tu es rappeur? Ah non, pas du tout. Je chante bien sous la douche, mais sinon, pas au studio. D'où t'es venu? Est-ce que tu baignais dans ce monde-là? Non, du tout, mais j'ai toujours... je pense que je fais partie des gens qui ne peuvent pas vivre sans musique. On va dire que j'ai cette chance d'avoir un bon réseau. Puis ça s'est fait naturellement. Après, tout à l'heure, vous avez dit le bijoutier des rappeurs. Moi, je me considère vraiment pas comme un bijoutier de rappeur. Il y en a à qui j'ai refusé de travailler. Bah, là, on va dire que j'ai la chance d'avoir fait mes preuves. Bah, je peux me permettre de refuser ou non de travailler avec quelqu'un. Et puis bah, j'ai Dadju, j'ai Nino, j'ai Kalash. On va dire que j'ai les principales grosses têtes de la musique, donc ça me va très bien. Quand tu refuses, c'est parce que techniquement ça te plaît pas, c'est quoi? Soit le projet, oui, le projet il m'emballe pas, ou alors c'est quelque chose peut-être que j'aurais accepté sans prendre la grosse tête dans les débuts, soit le budget il suit pas, soit j'aime pas le personnage, j'aime pas sa musique, donc là je peux me permettre, je fais pas semblant. Ouais. Donc il faut vraiment qu'au niveau de l'inspiration, il y ait une concordance en Ouais, fait. vraiment. Ouais. Enfin, ce serait hypocrite et faux cul de ma part puisqu'au final, je m'en suis rendu compte quand on fait les entretiens avant de réaliser le bijou, mais au final, t'as affaire à l'homme, t'as affaire à l'humain, donc je pense que ce serait compliqué pour moi de me retrouver en face de quelqu'un. J'aime pas sa musique, quoi. Et toi, comment tu es arrivé au bijou? Bah, en fait, je vais pas dire qu'on est une famille de bijoutiers, mais j'avais mon oncle plus jeune qui a bossé pendant des années chez Cartier. Ensuite, j'ai mon cousin qui est aussi mon parrain, qui est sertisseur. Je l'ai vu commencer, je l'ai vu bosser pour quelqu'un, je l'ai vu faire des nuits blanches. Ça a vraiment été un exemple et une motivation pour moi me lancer. Les nuits blanches? Pas les nuits blanches, non, parce que je suis un gros dormeur, pas les nuits blanches, mais plus voir son ascension. Ça a toujours été une sorte de modèle pour moi. Bah, la vraie histoire, j'étais au concert d'un chanteur, je vais pas dire son nom, avec un de mes clients qui est aussi un ami, donc le footballeur Aubameyang. On était dans les loges au concert de cette personne, et en fait, il y avait... cette personne, elle avait un bijou autour du cou, que je trouvais moche. Et je l'ai regardé, et je lui ai dit, ouais, il est bien ton bijou. Et il m'a regardé tout fier et il m'a dit ouais merci, je fais ça à New York. Et en fait ça m'a fait comme un tilt. Et je me suis dit mais en fait j'ai grave des idées, pourquoi je me penserais pas un peu dessus quoi. Donc je suis sorti de la loge, j'ai appelé du coup mon cousin et je lui ai dit ouais est-ce que on peut faire ça nous, réaliser un bijou de A à Z. Et il m'a répondu bah oui bien sûr. Je lui ai dit ok je te rappelle. Donc je suis retourné dans la loge, donc chacun avait un rôle dans la loge. Il y avait celui qui s'occupait du merchandising de la marque du chanteur, il y avait donc mon ami qui est footballeur, il y avait une autre chanteuse qui était là, enfin il y avait des influenceurs, et puis moi en fait j'étais là, mais on me regardait plus parce que j'étais l'ami d'eux, mais le lendemain, et du coup à la fin de soirée, donc il y a eu after, moi j'ai pas été à l'after, j'étais vraiment concentré dans, je sais pas, j'avais cette idée-là, et du coup j'ai appelé mon cousin, je lui ai dit voilà je veux faire ça, il m'a dit ouais si t'es prêt les vrais mots, si t'es prêt à sortir de l'adolescence, je t'ouvre les portes. Du coup j'ai dit ok, et une semaine après j'avais été accepté à l'ING, donc l'Institut National de Gémologie, et il m'a dit ok allez c'est parti, et voilà comment j'ai atterri dedans. Et finalement, tu as fait un bijou pour cette personne? Non, j'ai pas fait de bijoux, il me prenait un peu de haut. T'avais pas encore appris à parler avec assurance? Non, pas du tout. Et le premier bijou dans ce monde-là, c'était celui de Kalash ou c'était un autre? Non, le tout premier, bah, c'était Aubameyang. C'était Aubameyang, le footballeur. Là aussi, j'ai eu de la chance parce que ça s'avère qu'un très bon ami à moi est footballeur et en plus est bling bling. Donc, il m'a laissé ma chance. Pareil, il fallait lui montrer que je savais travailler. Il fallait gagner sa confiance. Donc, on a commencé sur un petit bijou, un petit pendentif avec une petite chaîne normale. C'était une chaîne torsadée, si j'ai pas de bêtises, ouais. Donc, j'avais fait une plaque en or jaune, full diamant. À l'époque, il mettait beaucoup de Louboutin, donc les baskets Louboutin avec les pics. Donc j'ai rajouté des pics tout autour de la plaque, avec ses initiales en diamant noir sur le haut de la plaque, et vers le bas de la plaque, on avait mis le symbole de Batman, puisqu'à l'époque, quand il marquait, il mettait un masque de Batman. Donc ça a commencé comme ça avec lui. Donc c'est le premier bijou que je lui ai fait. Et puis ensuite, un jour, il m'appelle comme ça, peut-être un an après, je crois, un an après ou quelques mois après. J'ai donné ton numéro à la dame qui s'occupe de moi chez Nike. Tu vois avec eux pour gérer mon logo avec eux et je le veux en pendentif. Donc ça fait plutôt plaisir d'avoir des appels comme ça. Et puis pareil, c'était la même stratégie que pour Kalash. Donc je fais plusieurs tailles de logo. Je suis allé le voir à l'époque, il était à Dortmund. Je suis allé le voir à Dortmund. Il en a choisi un. Ensuite, je suis
rentré à Paris, on a fait le devis, je suis revenu le voir. À chaque fois, il m'envoyait l'avion, etc. Donc, c'était plutôt plaisant. Ah Et oui, puis, c'est j'ai cool, montré- c'est mieux que le taxi, ça Ah, c'est c'est sûr. mieux que le taxi. Et en plus, j'avais le droit de rester regarder les matchs et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Du coup, je lui ai montré les devis. Et puis, il a choisi. Et puis voilà, quoi. Et tu fais beaucoup de plaques, en fait, comme des plaques militaires, en fait. Ouais, comme des plaques militaires, j'aime bien l'idée. Les autres pendentifs, j'ai du mal à accrocher en vrai de vrai. Soit on part sur quelque chose de personnel, mais sinon, à part la plaque, je vois pas, j'accroche pas sur le reste, quoi. D'ailleurs, j'aime plus trop les plaques. Dans ce milieu-là, c'est vraiment un bijou assez courant. La plaque? Ouais. Ouais, c'est assez courant. C'est pour ça que pour Aubameyang, j'avais rajouté les pics autour pour essayer de faire quelque chose de différent. J'ai une collection de plaques qui sortira en temps voulu et je pense que pourra plaire aussi. J'ai essayé de la faire assez différente. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ce symbole est aussi courant dans ce milieu hip-hop? Si on regarde l'histoire de la plaque, si je dis pas de bêtises, c'était les soldats qui portaient ça. Et c'est ce qui permettait de les retrouver quand ils étaient décédés. Donc ça reste quelque chose de masculin, fort, au final personnalisé. Et de communautaire Et aussi. de communautaire aussi, ouais, Voilà. exactement. Ouais. Parce que si c'est une identification Ouais. aux plaques militaires, c'était quand même l'identification au sacrifice qu'on est prêt à faire pour son pays. Exactement, ouais. Donc là, est-ce que justement cette plaque, c'est comme une identification au monde hip-hop, au monde du rap, ou au monde hip-hop en général, parce que le rap et le hip-hop, Non, c'est pas la même chose? Honnêtement, je pense pas. Je pense plus que dans la tête des hommes, le bijou masculin, quand on connaît pas, une fois de plus, quand on s'intéresse pas à la joaillerie, la première chose qui vient, c'est la plaque, quoi, pour un homme. Donc je pense que c'est plus ça qui, de base, les pousse à prendre la plaque. Et puis on peut en avoir une grosse, petite, on peut en mettre une, deux, ça reste facile à porter. Donc je pense plus que c'est ça plutôt qu'autre chose dans un premier temps. À part la personnaliser, on peut pas faire un défi technique sur cette plaque. Si, je suis en train de bosser sur justement un modèle de plaque assez différente, avec un mécanisme, c'est quasi fait, donc voilà, je peux pas dire, mais c'est possible, ouais. Essayer de faire un truc où on s'amuse avec les parties de la plaque. Et justement, tu dis c'est un bijou très masculin. Ouais. Est-ce que tu as des clientes de ce milieu femmes? Ouais. Et qu'est-ce qu'elles veulent, elles? De ce milieu, non. Dans le hip-hop, pardon, non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Et est-ce qu'il y en aurait une dont la musique te plairait déjà? Ouais, Aya Nakamura, ça reste la reine, on va dire, en France. Donc, bien sûr, travailler avec elle, ce serait intéressant. Après, j'aime beaucoup Meryl. Je l'ai déjà rencontrée, elle me connaissait déjà. Ça m'avait étonné, mais Meryl, ouais, j'aime bien Meryl. Et est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu pourrais leur proposer par rapport à leur musique? Pour Meryl, ce serait quelque chose de plus roots, on va dire. Plus naturel, je dirais. Et pour Aya, j'imagine quelque chose de pas spécialement gros, mais quelque chose de mignon, raffiné, mais qui brille. En pendant, en chaîne de corps ou quoi? En pendentif, ouais. Et même en bague. Parce que moi, quand je regarde les bijoux, la seule vraiment différence que je vois, c'est que en général, elles portent des boucles d'oreilles, qui n'est pas tellement dans le bijou masculin de ce type. Ils n'hésitent pas à porter des grosses chaînes, Ouais. des gros pendants, mais la boucle d'oreille, elle reste vraiment petite. Ouais, Alors qu'elles osent au moins les longues ou les hoops. ouais, les grosses créoles et tout. Mais après, en tout cas, il y en a comme moi, j'ai vu qu'elle s'était fait une belle chaîne. Mais il lui manque un pendentif pour aller avec. Donc ça, Je m'en charge. voilà. C'est l'option de demain. Et quand tu as fait ta formation à l'ING, tu as fait ça ou tu en as fait une autre après? Tu es rentré chez ton oncle, tu as appris le certi, tu as fait quoi? Déjà, c'était dur à supporter, hein, parce qu'il fallait retourner à l'école. Hein. Pour moi, c'était l'école. Oui, parce que c'était une deuxième moitié de ta vie, toi, Ouais, c'est déjà. la deuxième moitié de ma vie. À l'époque, j'avais 26 ans, je crois. Mais tu avais Et, déjà eu une carrière professionnelle avant. Ouais, avant, qui avait rien à voir. Enfin, je jouais au foot à l'étranger. Et du coup, c'était compliqué de reprendre. Pour moi, c'était comme si je reprenais les études. Hein. La seule chose qui me motivait, c'est que la formation, elle était super chère. Donc, fallait pas se louper. Et elle était en plusieurs étapes. Donc, voilà, fallait assurer. Et puis, fallait que je rentre avec un diplôme. Que maman soit contente. Et surtout que mon cousin m'ouvre les portes. Donc, ouais, c'était dur à encaisser.
Donc dès que j'ai validé, je suis allé directement aller voir mon cousin, lui ai montré que j'avais validé. Il m'a dit allez hop, c'est parti. Après j'ai refait une formation sur les diamants. Et puis après j'avais la chance d'avoir un cousin qui baigne dedans depuis des années. Donc au final, quand je suis allé faire la formation à l'ING, j'ai appris des choses, mais j'ai pas vraiment vu de vrais diamants. Alors qu'à l'atelier, je voyais des diamants tous les jours énormes. Et je voyais le certi, je voyais tout ce qui se faisait. Donc j'avais déjà plus ou moins tout survolé. Et puis voilà, je l'ai bien embêté, il m'a bien dit de pas hésiter. Donc je lui posais des questions qui peuvent paraître débiles, mais je lui posais et voilà, c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Dans ce qu'on te commande, est-ce que c'est pur diamant ou est-ce qu'il y a d'autres pierres de couleur? J'ai eu diamant, pur diamant blanc, j'ai eu diamant noir, j'ai déjà eu saphir jaune, ouais, j'ai déjà eu. Dadju, ça va être diamant blanc, ça va être émeraude et saphir. Voilà. Parce que ce qu'on voit pour l'instant, c'est pas tellement de couleurs, c'est surtout du diamant. Bah, le truc, c'est que dans la tête des gens qui ne connaissent pas, on va dire, la joaillerie, le premier mot qui vient, c'est diamant, alors qu'il y a de très belles pierres de couleur. Mais comme ils connaissent pas, donc c'est à moi d'essayer de les orienter. Donc tu as ceux qui te font confiance, comme Dadju m'a fait confiance directement. Il m'a dit vas-y, c'est parti, je te fais confiance. Lui, je savais que je pouvais l'amener vers de la couleur. Et il y a d'autres où ça passera pas. Donc, Et en tout état de cause, c'est des pierres précieuses. pierres précieuses, bien sûr. C'est pas du tout un amour pour la tourmaline parce qu'elle a plein de couleurs ou non. Non. Voilà, C'est vraiment on pierre reste précieuse. sur la pierre Ouais, précieuse. on reste sur la pierre précieuse. Ouais. On Direct. m'a déjà demandé, bon, rien à voir, mais on m'a déjà demandé de réaliser des bijoux en zirconium. Bah, ça, je refuse. C'est catégorique. Enfin, dans les bijoux que j'observe, je vois pas de pierres roses comme la morganite ou de tourmaline, même melon-d'eau. Ça va arriver. Ça va arriver avec Dadju, là, ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Pour l'instant, vraiment, il y a quand même pas tant de couleurs que ça. Hein. Mais vraiment, c'est vraiment une question de confiance. Et puis, je pense qu'ils ne connaissent pas. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans ce milieu-là, ils commencent à s'y intéresser. On va dire, petit à petit, ils sont en train de monter les marches. Et puis, un bijou en entraîne un autre. Un bijou entraîne qu'on s'y intéresse, qu'on regarde. Là, maintenant, de plus en plus, connaissent, entre guillemets, les catégories de qualité diamant. Donc, ils aiment bien parler de VVS, des choses comme ça. Alors qu'à l'époque, ils connaissaient vraiment pas. Donc, je pense petit à petit, ouais. Comme ça, qu'est-ce que tu penses du dernier coup de... Ah, de l'île aux hivers? Ouais. Moi, je trouve que c'est une connerie de faire ça. Vraiment une connerie, c'est... L'illusiver s'est fait mettre sur le front, dans le front, un immense, et très beau d'ailleurs, diamant rose de à peu près 22 millions de dollars. C'est ça, c'est n'importe quoi. Alors, c'est n'importe quoi parce que il le met sur le front, mais sinon, enfin, je veux dire, c'est quand même un diamant sublime là. Déjà, reste à savoir si c'est vraiment un diamant, déjà. D'accord, ok. Ça, tant qu'on ne le sait pas, on pourra rien dire. Après, de le mettre au milieu du front, enfin, j'ai même pas de mots, c'est débile. Je sais pas... Je dis pas que j'aurais pas accepté, hein. S'il vient me voir et il me dit mets-moi sur le front et que bon, je dis pas que j'aurais pas accepté, mais je suis content que c'est pas moi qui est venu voir, quoi. Et quand tu disais que ces rappeurs, etc., commencent à bien connaître les pierres, au moins le diamant, est-ce que justement ils connaissent le diamant parce que justement dans la sphère américaine, avec leurs excentricités, finalement ils montrent des choses, ou est-ce qu'il y a vraiment une demande différente venant des rappeurs français? Non, c'est beaucoup inspiré des États-Unis, hein. En regardant là les derniers en date, on va dire que c'était les Migos. Ils arrivent avec leurs grosses chaînes, leurs gros pendentifs. En plus, eux, vraiment pour le coup, ils s'éclatent. Leur bijoutier doit bien s'éclater aussi, leur joaillier doit bien s'éclater. Dans leur musique, ça parle beaucoup de VVS, Diamond. Donc c'est beaucoup inspiré et essayer de faire pareil quand même. Ouais. Soit c'est une musique qui donne envie d'en faire un bijou symbole, soit on fait des musiques et des chansons sur les bijoux. Sur les bijoux, bah, franchement, les Migos, il n'y a pas un son où ils disent pas j'ai une grosse chaîne en diamant, j'ai tant de carats, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS, c'est glacé comme un diamant. Voilà, c'est les expressions qu'ils disent. Après, ce que j'essaye de ramener justement, et je le répète encore avec Dadju, ça va arriver, c'est d'essayer d'être un peu un précurseur dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le diamant blanc, il n'y a pas que faire, je sais pas, je vais dire une bêtise, faire une tête de lion ou faire son prénom. Enfin, il n'y a pas que ça. Et on peut faire énormément de choses
qui peuvent nous représenter, mais essayer de faire quelque chose de plus abstrait, on va dire, plus spirituel. Oui, enfin, faire une Kalachnikov même articulée, c'est pas ton trip. Voilà, il n'y a rien de ouf, quoi. Tu peux aller voir n'importe qui et il te le fait, quoi. Donc, essayer de ramener de la couleur. Enfin, par exemple, je sais que y a un des Migos, il croit qu'il est dans la Lune, ou du moins qu'il vit sur une autre planète, et il s'est fait un pendentif. C'est une grosse planète, aussi grosse que le pendentif de Kalash, avec une fusée par-dessus. La planète, elle est en or blanc, la fusée, elle est en or rose, avec une grosse chaîne. Les maillons, il y a des soleils, il y a des planètes, ça tourne en même temps. C'est de la couleur de partout. C'est ce que j'essaye de pas copier sur les autres, que chacun ait sa propre personnalité. Et l'idée aussi, c'est d'arriver à un bijou plus Hojo au sens de la Hojo, Ouais. ou c'est de mélanger les codes? Là, c'est là où c'est compliqué d'essayer d'assimiler les deux, puisqu'en général, les bijoux des rappeurs, ils sont assez imposants, ils sont assez gros. Donc, si tout de suite on se met à bosser comme pour de la haute joaillerie, le budget il explose assez rapidement. Donc, c'est compliqué de faire les deux en même temps. Mais j'ai la chance, une fois de plus, d'avoir mon cousin avec moi et je suis son petit protégé. Donc, j'ai la chance quand on bosse sur un truc, je lui dis non. Là, que même si le budget il suit pas, c'est moi qui sera mis en avant, c'est ma tête, c'est mon image. Donc on fait quelque chose de sérieux et on laisse pas ça comme ça. Et il râle 30 secondes et puis en vrai, même lui, il sait qu'au fond de lui, il peut pas dire que ça sort de chez lui et que ça n'a pas été fait à la perfection. Donc sur ce coup-là, on a de la chance. Et c'est pour ça que en vrai, tout à l'heure, j'ai peut-être été dur quand je disais que je refusais. Mais c'est plus, si ça colle pas, si tu nous demandes quelque chose, je sais pas, c'est comme si tu viens, tu dis tu veux une Ferrari et puis tu as le budget pour une 2 chevaux, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, et j'ai eu la chance d'avoir les 3-4 plus gros dans cette industrie-là, donc je suis assez content. Ouais. Tu les as, mais à chaque fois, tu m'expliques bien que tu fais des bijoux très personnalisés. Ouais. Est-ce qu'il y a des modes qui se répandent? Est-ce qu'il y a un bijou qui est fait pour le rappeur et qu'après, il y a un bijou qui est fabriqué pour son équipe, sa team, peut-être un autre, une déclinaison? Ça a failli se réaliser avec SCH. Il voulait faire un pendentif pour tout son staff. C'était le logo de son label, pardon. On ne s'est pas vraiment penché dessus. Puis après, aussi, il y a beaucoup faut prendre en compte l'emploi du temps de chacun. Il est à Marseille, puis ils ont plein de trucs en tête, donc ça s'est pas fait, mais peut-être que ça se réalisera un jour. Quoi. Mais ça se fait, ça existe. Oui, ça existe. Les Ouais. Américains, ils font beaucoup ça. Dès que, en général, les producteurs, ils font signer un nouveau rappeur dans leur écurie, ils leur offrent souvent un pendentif avec le label. Ça se fait assez souvent aux États-Unis, en tout cas. Donc ça vient du label, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de bijoux? Est-ce que, comme ils portent des baskets, est-ce qu'il y a des bijoux de basket? Est-ce que je sais pas? Ça a existé, mais c'est assez kitsch. Là. C'est assez kitsch, ouais. Ils sont Je là... te donnais un exemple, ça pourrait être autre chose. Hein, j'en sais rien. Surtout dans ce milieu-là, c'est qu'il y aura le plus gros et le plus beau bijou. Du coup, si tu te ramènes avec un petit truc sur tes lacets, on va pas te regarder, quoi. Oui, ça fait pas assez Ouais. sérieux. Enfin, je donne un exemple parce qu'à partir Non, du moment où il y en a après, un qui se le met sur le front, Bon. après on peut tout imaginer hein, en ouais, fait. Ça pourrait être des lui, lunettes de soleil en or, vraiment, je sais il a pas. battu le record de la bêtise. Mais il y a déjà eu des ceintures. Sur des boucles de ceinture. Ça a été assez courant. Sur le vêtement, il n'y a pas encore eu. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui adoreront. Je crois que c'est le fameux zip de chez Van Cleef. Chez Van Cleef, exactement. Et malheureusement, vu qu'ils ne connaissent pas ou alors ils ne s'intéressent pas à la joaillerie, pour eux, c'est peut-être impossible d'avoir un zip en diamant, en or, alors que c'est bel et bien réalisable. Et je vous invite à regarder justement le zip de chez Van Cleef. En fait, on retournerait un peu à l'époque de Louis XIV où là, les bijoux se cousaient sur les vêtements. Sur en les fait. vêtements, ouais. Donc on Moi, retournerait. je trouve ça génial. Toi, t'aimerais bien faire ça? Ouais, j'aimerais bien. J'ai déjà la personne en tête. Après, ça reste un budget de le préparer, le prévoir. Mais j'espère que je pourrais me le permettre à un moment donné de pouvoir investir dessus. Ouais. Et pour faire des choses un peu différentes. Un peu différente, ouais. Et quel autre projet comme ça tu aurais, à part des bijoux donc de vêtements? Bijoux de vêtements, bijoux, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais façon tableau. J'aimerais bien aussi à un moment donné faire quelque chose comme ça. Et tout ce qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. J'avais proposé Aubameyang, il a une Lamborghini, et il a enlevé le logo Lamborghini et il a mis Batman.
le logo de Batman. Et du coup, je lui avais proposé un espèce de porte-clés. Enfin, c'est pas un porte-clés, c'était plus le gadget de Batman. Je sais pas si vous voyez quand il jette une espèce d'étoile en forme de Batman. Donc c'était le Batman et la clé allait être à l'intérieur. Donc ça veut dire quand il sort ses clés, en fait, il sort pas ses clés, il sort l'étoile de Batman, toute sertie de diamants. Et du coup, le Covid, là, plus personne pensait aux bijoux et moi le premier, quoi. Et est-ce que ça se relierait à la nouvelle technologie ? Bien sûr, puisque c'est un peu, on va dire, un peu mon cobaye, Aubameyang, mais voilà, c'est un ami, donc je peux me permettre. Mais j'avais proposé aussi un bracelet avec une télécommande. Et quand on appuie sur la télécommande, en gros, le bracelet, il s'ouvrait, où il se levait et il allait avoir écrit ce qu'il veut sur une partie toute plate où il pouvait faire des gravures, où il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. Ça peut se lier à la technologie. Ouais. Et par rapport à tes autres clients, puisque tu as dit, je fais pas que des bijoux de rappeur, je me définis pas comme un joaillier de rappeur. Non, pas du tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales dans l'approche de relation client ? Oui, parce que là, quand je rencontre un rappeur, on va dire c'est plus cool, c'est plus posé, il n'y a pas de stress. On parle comme si on s'est toujours connus, du moment qu'on garde le respect et qu'on est cool. Je pense que c'est ce qu'ils apprécient beaucoup. Qu'on n'est pas là à dire je peux faire une photo, truc comme ça, voilà. On va dire l'entente, elle se fait assez naturellement, alors que pour quelqu'un qui vient sur du traditionnel, faut plus vendre, on va dire. Faut plus se vendre, montrer la qualité de son travail, montrer qu'on s'y connaît, et une fois qu'on voit dans le regard de la personne que c'est bon, j'ai confiance, bon là c'est un peu plus détente. Ouais. En fait, tu dis ça, mais c'est parce que tu les comprends. Parce que quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce milieu, peut-être qu'il serait impressionné à l'idée de devoir donner de lui-même plutôt que de se retrancher derrière son travail. Ouais. Bah, après, peut-être que c'est peut-être issu aussi du milieu social dans lequel j'ai grandi aussi. Là, on va dire que la plupart des rappeurs que j'ai rencontrés, ou même footballeurs, hein, parce que je les mets à peu près dans la même catégorie, souvent ils sont issus des banlieues. Donc moi, je suis issu de la banlieue. On se comprend, on se connaît, je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Voilà, rester à sa place tout en montrant de l'assurance et être sûr de soi, quoi. Et rester à sa place, ça veut dire quoi ? Bah, rester à sa place, faut pas... Voilà, quand tu viens pour, je vais dire une bêtise, tu as un rendez-vous dans un appartement ou dans un studio, il y a plein de mecs qui sont là, tu restes à ta place, toi t'es venu pour le bijou, faut pas commencer à vouloir écouter la musique qu'il est en train de faire ou à vouloir donner son avis. Non. Tu viens pour quelque chose, et puis voilà, tout simplement. Quand t'as fini, tu pars. En fait, c'est une grande qualité, parce qu'il faut quand même comprendre ce milieu. Ouais, faut quand même comprendre, ouais. Parce que je comprends que tu dises que tu te sens pas joaillier de rappeur, mais en fait, t'as quand même déjà le décodeur. Déjà, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Mais après, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup. Donc voilà, je sais que le rappeur, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Le footballeur, plus ou moins pareil. Et puis une personne lambda, voilà, il faut lui montrer que son argent, il n'est pas acheté par la fenêtre, et plus comme un investissement et on va dire une partie de soi qui se réalise en achetant une pièce, quoi. Et qu'est-ce que tu souhaiterais faire maintenant ? Le truc fou que tu voudrais faire ? Le truc fou, on en a un peu parlé avant, donc essayer de faire quelque chose, une pièce précieuse, mais qui peut être utilisée dans la vie de tous les jours. Je pense quelque chose comme ça, ça serait intéressant de bosser sur un projet comme ça. Sinon, pourquoi pas avoir de nouvelles célébrités, pourquoi pas. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Joe. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique « Il était une fois le bijou » consacré aux joailliers du rap. Pour l'épisode 4, je vous donne rendez-vous le 4 juillet pour écouter Warren, un spécialiste des grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite. Car comme vous le savez, mes 3 podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast « Le bijou comme un bisou » que nous nous retrouverons. Et notre rendez-vous prochain avec Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 20 juin. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi.
je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.